Et l'on embraye avec notre série Que fait la police? Au Venezuela, clairement, elle ferme les yeux. Il y a 10 ans, ce pays d'Amérique du Sud était l'un des plus riches et des plus prometteurs du continent. Aujourd'hui, les étals sont vides, l'inflation oscille entre 700 et 800%. Les gens meurent faute de soins médicaux. Et Caracas, la capitale, passe pour la succursale de l'enfer sur terre. Bref, le pays est exsangue alors qu'il regorge de pétrole. Comment est-ce possible? La réponse tient en un mot et 3 syllabes: corruption. Casse à Caracas, c'est un sujet de Lino Sipo. Dans Que fait la police cette semaine? Des ripoux à la sauce tropicale qui s'en mettent plein les poches. Et des témoins gênants. J'ai reçu des menaces de mort et je tiens pour responsable le gouvernement vénézuélien si quelque chose devait m'arriver. C'est l'histoire d'un vol en bande organisée pour mettre la main sur des centaines de millions de dollars, peut-être même des milliards. L'histoire d'un régime, celui de Hugo Chávez, le père de la révolution bolivarienne, et de son successeur, en noir, Nicolás Maduro, qui dirige le Venezuela d'une main de fer depuis 2013. Un régime où la corruption a gangréné les plus hauts cercles du pouvoir. Conséquence de ce braquage, une capitale, Caracas, en état de siège. Des militaires omniprésents qui contrôlent les interminables files d'attente devant des supermarchés frappés par la pénurie alimentaire. Des pharmacies sans médicaments et faute d'argent public, des hôpitaux qui ne sont plus approvisionnés. C'est de pire en pire tous les jours. On ne reçoit même plus de médicaments en ce moment. Même les patients qui attendent leur opération ont faim. Ma famille doit m'apporter à manger, car ici l'hôpital n'a pas de quoi nous nourrir. Il manque même de matériel médical, vous savez. Le pays possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète. C'était l'un des plus riches d'Amérique latine il y a une décennie. Aujourd'hui, l'inflation est vertigineuse. Les prix ont été multipliés par 100 en un an. Mais où est passé l'argent du pétrole? Parmi les premiers suspects de ce hold-up, les bolibourgeois, les bourgeois de la révolution bolivarienne. Des Vénézuéliens proches du pouvoir devenus millionnaires. Parmi eux, beaucoup de militaires. À Caracas, un contrebandier connaît très bien cette caste. Son entrepôt ressemble à la caverne d'Ali Baba. Ces caisses-là, ce sont des aliments pour des enfants souffrant de malnutrition. Et ça, c'est un four pour un client qui me l'a commandé. Il veut le mettre dans sa maison, parce qu'il n'en a pas trouvé ici. Cet homme importe illégalement du matériel IFI, de la nourriture, des pièces détachées pour avions depuis les États-Unis. Par crainte des représailles, il préfère rester anonyme. Parmi mes clients, j'ai beaucoup de militaires à la tête d'entreprise. Ils obtiennent des dollars du gouvernement pour importer de la nourriture. Mais ensuite, ils revendent cette nourriture au marché noir, où elle coûte une fortune. Ces gens-là se sont transformés en multimillionnaires. Par exemple, le week-end dernier, j'ai rencontré quelqu'un qui a négocié l'achat de ballons aérostatiques avec des caméras pour surveiller la foule dans les rues. Il devait acheter 5 ballons pour l'une des municipalités de Caracas. Chaque ballon coûtait 1 000 $ en Corée du Sud. Il les aurait revendus au gouvernement 1 800 000 $. Et ce n'est pas une rumeur, non, je tiens ça d'une source sûre. Un instant, je dois répondre. Au Venezuela, pour s'enrichir à toute vitesse, il existe une formule magique. Il suffit de vendre très cher au marché noir des dollars achetés à bas prix au gouvernement. Les bénéfices sont astronomiques. Tu achètes 1 $ au gouvernement au taux officiel pour 10 bolivars. Ce même dollar, tu le revends au marché noir. Au taux actuel, tu récupères 16 000 bolivars. Cette somme, tu la changes en dollars de nouveau grâce à tes amis au gouvernement et tu obtiens 1 600 $.
C'est comme le miracle de Jésus, de la multiplication des pains. Tu investis $1 et tu en récoltes 1600. Mais seuls de rares privilégiés ont accès à ces fameux dollars officiels. On les surnomme les enchufados, les pistonnés. Imagine les profits qu'ils se font avec une opération d'1 million de dollars. Ils se sont construits des salles de cinéma dans leur maison. Ils se sont achetés des jets privés à plus d'1 million de dollars. La corruption, la putréfaction du régime est totale. Et ils se protègent entre eux. Le président Maduro a placé des généraux de confiance à la tête des principales institutions et entreprises du pays. Ils sont accusés aujourd'hui de s'être enrichis grâce au trafic de nourriture, de dollars et de drogue à grande échelle. Mais rares sont ceux qui osent enquêter sur ces affaires, car les journalistes d'investigation sont harcelés par le pouvoir et les médias progressivement mis au pas. Voici l'un des derniers bastions de résistance. Le quotidien en ligne El Pitazo, le coup de sifflet, l'un des plus gênants pour le gouvernement. Voilà notre petite salle de rédaction. Mais nous sommes présents dans tout le pays. Depuis le début de l'année, nous avons reçu 25 lettres de menaces, de toutes sortes, même des menaces de mort. El Pitazo s'est taillé une réputation d'intégrité pour la qualité de ses investigations. Ces journalistes n'hésitent pas à dénoncer les exactions des autorités. Leurs vidéos en ligne deviennent rapidement virales, comme celle-ci sur la disparition d'un général, jadis très proche de Hugo Chavez, mais devenu l'ennemi de son successeur, Nicolás Maduro, pour avoir dénoncé la corruption du régime. Il a été persécuté par la police, accusé de corruption par le gouvernement, puis ils l'ont emmené dans un lieu inconnu. Depuis le 8 août, personne ne sait où se trouve le général Baduel. Où se trouve mon père? Et dans quelles conditions est-il retenu? Franchement, aujourd'hui, tous ceux qui luttent pour une meilleure démocratie sont en danger. Ces dernières années, César Batiz a publié des preuves de l'implication de proches du régime dans des détournements de fonds, du vol organisé, cautionné par le pouvoir en place. Les hauts responsables du gouvernement ont dissimulé les preuves de la corruption pour pouvoir les utiliser par la suite. C'est une sorte de boîte de Pandore qui menace en permanence les membres proches du gouvernement et qu'ils peuvent ouvrir au cas où l'un d'entre eux décide de changer de camp et devenir un opposant. Alors là, ils ouvrent la boîte de Pandore et révèlent toutes les investigations qu'ils avaient jusque-là tenues secrètes. C'est une manière d'exercer un chantage sur les ténors du régime. Je crois que ça marche comme ça, oui. Pour avoir décidé de changer de camp, une femme clé du régime est devenue la dissidente numéro 1. Luisa Ortega était la procureure générale du Venezuela pendant 10 ans. Longtemps proche du président Maduro, elle a cautionné les abus du régime avant de retourner sa veste au printemps dernier. Et elle en a payé le prix fort. Il m'empêche, moi, la procureure générale, d'accéder à mon bureau. Je veux que le monde entier le sache. Pour avoir critiqué Maduro, en août, Luisa Ortega est démise de ses fonctions. Vous savez ce qu'ils veulent? Cacher les preuves de l'affaire Odebrecht et toutes les preuves de la corruption au Venezuela. Odebrecht, le géant brésilien du BTP, présent partout en Amérique latine, comme ici à Caracas dans ce film institutionnel. La multinationale avait obtenu de très nombreux contrats publics au Venezuela, notamment le métro de la capitale. Mais aujourd'hui, tous les chantiers sont à l'arrêt. Odebrecht est au cœur d'un gigantesque scandale de corruption qui éclabousse à la fois le Brésil et le Venezuela. De nouvelles révélations dans l'affaire Odebrecht, avec de lourdes conséquences au Venezuela. Odebrecht a obtenu 23 contrats. L'entreprise reconnaît à présent avoir versé 40 millions de dollars de pots de vin. À qui étaient destinés ces pots de vin? Luisa Ortega, la procureure générale, met en cause le régime. Le président Maduro contre-attaque et l'accuse de corruption. La procureure générale, la personne en charge de l'enquête et qui doit désigner les coupables à arrêter, c'est elle qui protégeait les corrompus.
Pour éviter la prison, fin août, Luisa Ortega décide de fuir le pays clandestinement. Dans sa valise, elle emporte les documents qui compromettent le régime de Maduro. Elle trouve refuge au Brésil, où le scandale de corruption Odebrecht a commencé. Ce matin, pour la première fois, Luisa Ortega va s'exprimer. À Brasilia, la capitale du Brésil, elle tire à boulet rouge sur le régime de Maduro. J'ai été victime de persécutions. Ma maison a été prise d'assaut et cambriolée. Ils m'ont tout pris pour dissimuler les actes de corruption dont j'ai de nombreuses preuves, notamment dans l'affaire Odebrecht. Ces preuves compromettent de très nombreux hauts fonctionnaires vénézuéliens, à commencer par le président de la République. Fin de la conférence de presse. Mais Luisa Ortega n'a pas encore dit son dernier mot. Elle distille ses révélations. Dans le dossier Odebrecht, nous avons détecté le versement de 100 millions de dollars au numéro 2 du régime vénézuélien, via une entreprise dont les propriétaires sont ses neveux. Nous avons aussi enquêté sur une entreprise mexicaine qui a détourné de l'argent grâce aux distributions d'aliments de première nécessité. Nous pensons que cette entreprise appartient au président de la République, Nicolás Maduro. Et je veux ajouter que j'ai reçu des menaces de mort et que je tiens pour responsable le gouvernement vénézuélien si quelque chose devait m'arriver. Depuis, Luisa Ortega a quitté le Brésil. Pour échapper aux sbires de Maduro, elle change sans cesse de pays de résidence. En enquêtant sur Odebrecht, la justice brésilienne a découvert que la corruption du régime vénézuélien est bien antérieure à l'arrivée de Maduro à la tête du pays. Désolé, impossible d'entrer dans cette pièce. Elle est réservée aux avocats et à leurs clients. On ne doit pas voir leur visage. Les témoignages recueillis par le procureur brésilien chargé de l'affaire Odebrecht impliquent directement Maduro, mais aussi son prédécesseur, Hugo Chávez. En voici la preuve filmée. Cette femme est une publicitaire très influente au Brésil. En 2012, elle a dirigé la dernière campagne présidentielle de Hugo Chávez. Mónica Moura a directement reçu ses instructions de Nicolás Maduro, le bras droit de Chávez à l'époque. Elle affirme que plus de la moitié de la campagne a été financée par Odebrecht. Ils se sont mis d'accord sur 35 millions de dollars. Une partie a été payée en cash par Maduro lui-même. C'est ce que raconte Mónica. 10 ou 11 millions de dollars répartis dans des mallettes données par Maduro. Maduro m'a même dit « Écoute, je vais te donner tout l'argent à toi. Je n'ai pas envie que ça passe par plusieurs personnes et de multiplier les contacts. » Cette vidéo, c'est une preuve claire de corruption. C'est la preuve du financement illégal de la campagne électorale de l'ancien président Hugo Chávez. Au Venezuela, il est très difficile et très dangereux de s'attaquer aux bolibourgeois, les bourgeois du régime bolivarien. C'est à l'étranger que l'opposition a trouvé la parade, en harcelant les expatriés du régime. C'est la faute de ton père si les gens meurent chez nous. Partout dans le monde, des manifestations sont organisées pour huer les proches de Maduro, qui mènent grand train, loin du Venezuela, totalement déconnecté de la réalité du pays. C'est le nouveau phénomène. Les militants interpellent dans la rue les fonctionnaires chavistes à l'étranger, jusque devant chez eux, et diffusent les images sur Internet. Comme ici, aux États-Unis, devant la maison d'un militaire à la retraite. C'est ici que vit l'amiral, qui a été commandant en chef de la marine, très proche du président Chávez. Ou dans ce restaurant, un homme d'affaires. La chasse aux ripoux est lancée. Et c'est à Miami qu'elle est la plus active. La Floride, terre d'asile des latino-américains, s'est transformée en champ de bataille entre chavistes et anti-chavistes. De très nombreux Vénézuéliens qui ont fui leur pays pour trouver refuge à Miami traquent aujourd'hui les bolibourgeois et leurs millions. Voici celui qui a lancé la bataille, José Antonio Colina,
Il organise depuis 2 ans ces manifestations pour chasser les proches du régime tranquillement installés aux États-Unis. Voilà un spa qui était tenu par une ancienne députée chaviste. Notre action a fait le buzz. Plus de 300 personnes sont venues. Et le spa a dû fermer immédiatement. Elle a même dû fermer toute son entreprise aux États-Unis. Et elle a dû revenir au Venezuela. Tout ça à cause de notre manif. Et en plus, ça a obligé d'autres fonctionnaires et proches du régime à partir, alors qu'ils pensaient ouvrir des business dans ce quartier. José Antonio Colina est exilé politique. Il vit aux États-Unis depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, dans tout le pays, son association compte plus de 2000 membres prêts à traquer les bolibourgeois. Pourquoi ils ne vont pas plutôt à Cuba, en Bolivie ou au Nicaragua, des pays qui soutiennent cette révolution qui a fait tant de mal aux Vénézuéliens? Les bolibourgeois se cachent. Alors, pour les débusquer, José Antonio Colina fait régulièrement appel à un spécialiste de la filature, un ancien flic. Tobias Roches est l'un des meilleurs détectives privés de Floride. Voilà des images de surveillance clandestine. J'ai une petite équipe de détectives qui s'en charge et qui peut suivre notre cible où qu'elle aille. Par exemple pendant un shopping comme ici. Tenez, voici un dossier qui devrait vous intéresser. Voici la prochaine cible de José Antonio Colina. Alejandro Andrade, l'ancien garde du corps de Hugo Chavez, devenu multimillionnaire. Il vit en Floride. Il est surnommé El Fantasma, le fantôme. Personne ne sait ce qu'il fait exactement ici. Mais un grand nombre de ses pistonnés sont des prête-noms. Ils viennent investir ici et sont très discrets. Car ils agissent au nom de quelqu'un d'autre pour qui ils créent des entreprises, des comptes en banque, deviennent leurs partenaires financiers pour permettre à l'argent de circuler librement. Ces gens investissent beaucoup dans des golfs ou dans des haras. Ils achètent des chevaux avec de l'argent sale et ils le blanchissent comme ça aux États-Unis. L'ancien garde du corps a investi dans les étalons de course. Il sait rester discret. Mais son fils, lui, étale sa vie de millionnaire sur les réseaux sociaux. Emmanuel, 21 ans, cavalier émérite, fait partie de l'équipe nationale vénézuélienne et possède des dizaines de chevaux. C'est dans ce haras qu'il les entraîne, l'un des plus sélects de Floride. Parmi les propriétaires, de très nombreux Vénézuéliens, comme ce jeune cavalier. Vous êtes vénézuélien? Oui, je suis du Venezuela. Et vous êtes d'où exactement? Caracas. Nous avons entendu parler d'Emmanuel Andrade. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Il doit être en voyage, peut-être à New York. Mais avec ce qu'il se passe dans notre pays, je ne l'aime pas beaucoup. Il a une vision très particulière de la situation, vous savez. C'est pour ça que beaucoup de gens ne l'aiment pas. On le soupçonne d'avoir détourné beaucoup d'argent dans notre pays. Et c'est vrai? Moi, je pense que c'est vrai, oui. Le père et le fils Andrade sont les plus gros propriétaires de chevaux de ce haras. Alors, quand on parle d'eux, on pèse ses mots. Emmanuel est différent de son père, vous savez. Peu importe ce que ses parents ont fait, lui n'y est pour rien. Mais il a énormément d'argent. Il possède 28 chevaux. Et chacun d'entre eux coûte au moins 500 000 $. Ici, beaucoup de membres de notre club viennent d'Amérique latine. Certains sont des gentils, d'autres sont des méchants. Nous avons voulu demander à l'ancien garde du corps de Chavez comment il avait bâti sa fortune. Mais pas de chance, il était en voyage. À Miami, on dit qu'il aurait décidé de collaborer avec la justice américaine, car Trump a le Venezuela dans son viseur. L'administration vient d'annoncer que les États-Unis allaient imposer des sanctions au Venezuela. Les hauts dignitaires du régime vénézuélien ont vu leurs avoirs à l'étranger gelés, leurs déplacements restreints. Le président américain a fait de Nicolás Maduro l'ennemi à abattre. Je n'exclus pas une option militaire. Nous avons plein de solutions pour le Venezuela. Pour l'instant, l'administration Trump s'est contentée de sanctions. Mais les anti-chavistes, exilés aux États-Unis,
en veulent plus. Ce matin, ils se sont réunis à Miami. José Antonio Colina réclame davantage de sévérité. Ces voleurs doivent payer pour leurs crimes. Les sanctions, comme celle du président Trump, sont une bonne chose. Mais il faut aussi cibler les militaires qui maintiennent Nicolás Maduro au pouvoir et mettent leurs familles à l'abri aux États-Unis. Qu'ils retournent au Venezuela, s'ils aiment tellement la révolution. Ce matin encore, il a reçu des menaces. Son combat acharné contre les ripoux du régime pourrait lui coûter la vie. Selon plusieurs analyses indépendantes, 200 à 300 milliards de dollars auraient été volés au Venezuela ces 15 dernières années. Les braqueurs, eux, courent toujours.